Si tu vas ouvrir un compte en Argentine dans une néobanque avec la monnaie locale qui a une inflation de 50% par mois, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il faut trouver des actifs rares en quantité et difficiles à produire. L'or en est un, parfois d'autres matières premières, et un qui est assez étonnant qui vient de sortir, c'est le Bitcoin. 21 millions, difficile à extraire. Étonnamment, c'est Silk Road qui m'a révélé la solidité du principe, puisque moi je pars du principe qu'un truc qui est utilisé par les criminels, par les voleurs, les bandits, ainsi de suite, c'est un truc qui est fiable. Comment t'expliques qu'en France, en particulier, on ait cette inculture, mais profonde, de l'argent? Pourquoi c'est tabou? Si tu enlèves la compréhension de la chose économique au peuple que tu diriges, tu le maîtrises totalement. Bonjour à tous, bienvenue sur How to Bitcoin. On se retrouve aujourd'hui en présence de Louis-Alexandre de Froissart, qui est gestionnaire de patrimoine et CEO de Montaigne Capital. Montaigne Conseiller patrimoine. Conseiller patrimoine. Aujourd'hui, on va parler investissement, gestion de patrimoine et Bitcoin, parce que c'est un peu notre thématique. Peut-être que tu peux rapidement nous faire juste un historique de toi, ta relation avec Bitcoin, et comment est-ce que tu en arrivé à l'introduire dans la gestion de patrimoine? Rapidement. En fait, je suis toujours curieux de tout un tas de papiers que je peux voir dans tous les domaines, et pas forcément dans mon domaine de prédilection. C'est comme ça que j'avais identifié, sans vraiment voir ce que c'était Bitcoin vers 2013. Étonnamment, c'est Silk Road qui m'a révélé la solidité du principe, puisque moi je pars du principe qu'un truc qui est utilisé par les criminels, par les voleurs, les bandits, ainsi de suite, c'est un truc qui est fiable. C'est pas pour rien que pendant longtemps ils ont roulé en Audi, quand les Audi étaient les voitures les plus fiables qu'il y avait sur la planète. Et bon, bien sûr, c'est un peu d'humour, mais c'est quand même quelque chose qui a attiré mon attention, et j'ai été très heureux après de rentrer dans la découverte de Bitcoin à partir de 2015 avec l'aide d'un garçon qui s'appelle toujours Gonzague Granval, et qui était le cofondateur de Paymium à l'époque, et que j'ai fait intervenir dans des événements fintech. Voilà, j'ai fait des événements fintech, et c'est comme ça que peu à peu j'ai grandi dans le rapport à Bitcoin. En 2019, j'ai acheté mes premières fractions, tu vois, donc j'ai passé 4 ans avec des rendez-vous ratés, même si on avait déjà commencé à dire à nos clients qu'ils pouvaient investir dedans en 2016. Et en 2018, après la grande correction qu'il y a eu, je trouvais que le momentum était vraiment bon pour venir dessus, et j'ai commencé à le faire moi-même en 2019. Et puis j'ai essayé de travailler avec des partenaires sur ce sujet-là, ça n'a jamais été vraiment concluant, ce qui fait qu'on a dû nous-mêmes construire une offre. Ce qu'on a fait début 2021, j'étais pas toujours satisfait de ce que l'on faisait, donc je me suis formé, j'ai fait la formation à l'IRA, et en étant expert DeFi, même si c'est un peu pompeux, mais au moins j'avais un bon bagage pour comprendre un petit peu l'environnement DeFi de 2021, et ça m'a permis surtout de bien comprendre Bitcoin et le reste. Et ça a été très important pour moi, de bien comprendre Bitcoin et le reste. Et en faisant cette formation DeFi, je suis devenu plus bitcoiner que je ne l'étais au départ, alors que c'est une formation DeFi, tu vois. Parce que j'ai vu que c'était des choses qui étaient très différentes. Puis on a, depuis 2022 maintenant, amélioré sans cesse notre service, et maintenant on a un service beaucoup plus large qui va de l'acquisition, qui passe par la sécurisation, la fiscalité, la formation, les revenus et la transmission de Bitcoin. Vraiment, Bitcoin et le reste dans l'univers crypto. Taxation record. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Inflation galopante. En 2 ans, les produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 21%. Logement hors de prix. Les prix de l'immobilier ont triplé ces dernières années. Corruption généralisée, désindustrialisation, effondrement des services publics. Et certaines dépenses de santé seront moins bien prises en charge. Surveillance de masse et contrôle social. La loi sur les Jeux Olympiques autorise désormais que des centaines de caméras soient reliées à un logiciel d'intelligence artificielle. L'État est en faillite et il vient pour votre argent.
Il est temps d'épargner dans une monnaie qu'ils ne peuvent ni imprimer ni saisir. Depuis 2013, Bull Bitcoin s'attaque à la racine du problème, le système fiat. Bull Bitcoin te fournit les moyens de reprendre le contrôle de ton argent et regagner ta liberté. Crée-toi un compte en 2 minutes sur leur plateforme et commence à épargner en Bitcoin. Si tu tiens à ton avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand ils viendront te prendre tes actifs pour renflouer leur Ponzi, il sera trop tard. Utilise le lien en description et profite de 25% de réduction sur les frais d'achat et de vente à vie. Numéro 1 du monde, vous vous rendez compte? Pour toi, Bitcoin, ça représente quoi aujourd'hui? Comment tu le définis, toi? Comment tu l'expliques aux gens? Ça représente quoi? Même à ton échelle personnelle, ça prend quelle place? Alors, je dois reconnaître que je prends plus de risques que mes clients sur Bitcoin, puisque moi, c'est une conviction très forte. Donc, à titre personnel, j'outrepasse un petit peu les conseils que je donne à mes clients là-dessus. Donc, pour moi, ça peut dépasser 2 à 5% du patrimoine investi. Je parle pas de la performance que ça peut faire derrière, mais du patrimoine investi. Et surtout que moi, à titre personnel, je vais accepter parfois des achats des paiements en Bitcoin. J'achète un petit peu de fraction de Bitcoin et je mine. Voilà. Donc, j'ai voulu vraiment faire la complète. Après, pour moi, Bitcoin, je le classe dans les matières premières. Okay. Pour moi, Bitcoin est une matière première qui s'ignore, notamment par la difficulté de création monétaire de Bitcoin qui nécessite une grosse quantité d'énergie pour l'extraire, d'où l'image du mining. Donc pour moi, c'est plutôt classé dans les matières premières, ultra résilientes sur du moyen terme. C'est quoi la définition d'une matière première? Parce que pour moi, une matière première, juste comme ça, dans la consonance des mots, là, c'est la première matière qui te sert à produire d'autres choses. Ouais. C'est l'élément constituant la première brique. Mais là, j'ai du mal à voir, dans le cas de Bitcoin, comme on ne cesse de le répéter, ça ne sert vraiment à rien, à part faire des paiements. Comment tu expliques Et c'est là où tu vois, il faut lire Andreas Antonopoulos. Et Andreas Antonopoulos, dans le premier tome de ses livres, The Internet of Money, il t'explique que, en fait, tu penses que c'est une monnaie, mais la monnaie, c'est la première application de la révolution Bitcoin. Et donc, c'est pas que c'est l'argent d'Internet, c'est l'Internet de la monnaie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir construire une révolution industrielle basée sur Bitcoin parce que tu as réinventé la notion même de monnaie. Et donc, c'est cette matière première, qui est une matière première hyper rare, hyper précieuse, hyper limitée, elle va te permettre de construire une nouvelle économie sur cette base-là. Et c'est ce en quoi, pour moi, c'est une matière première, par cette capacité de construction sur cette base et par le fait qu'il faut l'extraire et c'est dur à extraire. Et en fait, moi, je trouve que la matière première, c'est vraiment le block space, c'est l'espace de bloc même. C'est cet espace de stockage, là, je trouve que c'est plus facile de visualiser la matière plus que Bitcoin en lui-même, qui en soi est un espace de stockage aussi. C'est pour ça qu'il y a cette ambivalence. En fait, l'important, c'est que Bitcoin appartient à tous ou à personne. Et donc, à partir de ce moment-là, ta définition, c'est la bonne définition. Tu es à l'aise avec ta définition là-dessus. Bitcoin, c'est un commun. Il y a une neutralité, c'est-à-dire que tu sois petit, grand, vert, jaune, bleu, rouge, que tu habites en Asie, n'importe où, tu peux acquérir des fractions de Bitcoin. Que tu aies un téléphone pourri qui te permet juste de faire quelques transactions, bah, tu peux acheter des fractions de Bitcoin. Que tu aies de l'électricité en compte tout le temps dans la journée ou 1 heure d'électricité par jour, tu peux acheter du Bitcoin. Sur Lightning, c'est un petit peu différent, mais Bitcoin est vraiment quelque chose d'extrêmement accessible et d'extrêmement ouvert. Et donc, je pense que voilà, chacun fait la définition qui lui convient, mais c'est pas pour rien quand même que le régulateur américain a décidé lui-même de le mettre dans les matières premières. Ok. Et une autre question par curiosité, est-ce que tu penses que dans 100 ans, on parlera de Bitcoin dans les livres d'histoire et est-ce qu'on va continuer à avoir ces conférences Bitcoin justement où on se réunit entre Bitcoiners ou au fil du temps en fait ça va juste disparaître tellement ça va devenir commun? Ah, c'est le rêve. Le rêve, c'est qu'aujourd'hui, ça devienne une nouvelle base monétaire. Alors, tu sais, l'or a mis des centaines d'années à s'imposer. Hein. Donc, pour Bitcoin, ça peut aller un petit peu plus vite. Mais bien sûr, moi, je rêverais qu'on n'ait plus des conférences Bitcoin only, mais que ça soit ce sur quoi on base des choses. Mais bon, c'est un peu tôt pour le dire. À la vitesse d'adoption, il y a une chose que je vois, et moi qui me semble encore plus importante que ça, c'est la non-bancarisation mondiale.
Ouais. La population mondiale croît largement plus vite que sa bancarisation. En Inde, il y a eu des gros efforts qui ont été faits avec la pièce d'identité numérique qui a permis d'ouvrir un compte à beaucoup de gens. Mais pour autant, la population mondiale croît plus vite que la bancarisation. Et donc, une première vague de fintech a augmenté très très vite la vague de bancarisation, mais ce n'était pas encore suffisant. Et puis les fintech, beaucoup de fintech ont eu du mal à suivre et à survivre. Donc il reste quelques néobanques et qui n'ont pas finalement amené beaucoup plus de bancarisation qu'avant. Là, Bitcoin a une capacité d'amener les gens vers idéalement une réserve de valeur immédiate. Donc un truc en plus. Et c'est par ça, à mon avis, par cette adoption qui me semble, elle, éminemment importante. Parce que si en plus cette réserve de valeur elle est adoptée par, entre guillemets, les pays du Sud, ou les pays, entre guillemets, pauvres, et que notre pari, finalement, est gagnant sur le fait que ça devienne un actif de réserve important, bah, tu as en plus une inversion de la richesse, une redistribution de la richesse des pays du Nord vers le Sud. Et ça, je trouve que c'est une des vertus de Bitcoin. Et comment t'expliques aujourd'hui que les fintechs, cette première vague, n'a pas permis de bancariser ces gens? C'est quoi les freins, les contraintes, et qui pour toi sont solutionnés avec Bitcoin? Parce que pour beaucoup de monde, c'est très flou. En fait, je dis, t'as juste à aller à ta banque et demander d'ouvrir un satané compte, quoi. Bah, en fait, quand tu demandes aux Africains ce qu'il en est, ils se rendent compte que la banque, elle est corrompue, quoi. Ça, tu veux pas faire confiance. Nous, notre idée de la banque, c'est un truc honnête, fiable, sur lesquels tes relevés de compte, ils sont à peu près, t'as pas trop d'erreurs. Vérifie quand même au relevé de compte, hein. T'as pas trop d'erreurs ou t'as pas d'erreurs, et donc tu peux faire confiance à ta banque. Tu vas dans plein de pays où, malheureusement, ça tripatouille. Tu sais que chaque pays a un organe pour faire des transferts internationaux qui s'appelle SWIFT. Les clés du SWIFT au niveau d'un pays, c'est la première chose que les mecs qui prennent le pouvoir veulent récupérer. Et de ne pas savoir par le SWIFT le nombre d'arnaques qu'il y a eu dans des pays avec des gouvernements un petit peu, originaux. J'ai du mal à me représenter. Ça ressemble à quoi une arnaque sur le réseau Swift? C'est les États qui font des arnaques sur le réseau Swift. Oui, en fait, ils utilisent le réseau Swift pour détourner les fonds, quoi, si tu veux, pour détourner les fonds de l'État, pour la junte locale et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir accès à la télé et aux clés des Swift. Voilà. Mais sans rentrer là-dedans, tu rentres dans un univers bancaire qui, pour nous, est fiable, pour eux, il l'est pas. Donc, tu as déjà cette limite-là. Les fintech, quand elles sont arrivées, elles se sont opposées aux banques en disant on va renverser la table. Le problème, c'est que pour renverser la table, il faut des fonds. Pour lever des fonds, à un moment donné, tu vas obligatoirement passer par une banque. Tôt ou tard, tu vas passer par une banque. Et donc, en fait, il y a un énorme écrémage. Et à la fin, les fintechs se sont retournés vers les banques. Et il y en a beaucoup qui ont disparu. Globalement, je pense qu'il y a un écrémage du style 95% des projets qui sont partis à la poubelle. BPCE a acheté une fintech, Fidor, pour la fermer. Voilà. Bon. Donc, et Société Générale aussi, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a eu ce sujet-là qui fait qu'il y en a un certain nombre qui sont allés au tapis. Mais il y a un autre sujet, si tu veux, c'est que si tu vas ouvrir une néobanque pour aller faire du franc CFA ou pour aller faire une monnaie locale qui dévalue, c'est quoi l'intérêt? Si tu vas ouvrir un compte en Argentine dans une néobanque avec la monnaie locale qui a une inflation de 50% par mois, qu'est-ce que tu veux faire avec? Là, dans l'idée, c'est de dire, je peux ouvrir pour recevoir de l'argent de l'étranger facilement, sans frais, et d'autre part, je vais avoir une réserve de valeur. Et pour ceux qui ont eu un peu de patience, y compris au Salvador, ça s'est révélé une formidable réserve de valeur quand la monnaie de ton pays, elle est divisée par 2 ou par 3. D'ailleurs, tu viens de mentionner la réserve de valeur. Ouais. Moi, il y a un point justement sur lequel je réfléchissais récemment. Est-ce que pour toi, Bitcoin, c'est une réserve de valeur ou une valeur refuge? Ou est-ce que c'est les deux? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Bitcoin est une valeur refuge, pour plein de raisons. Parce que Bitcoin est jeune, parce que Bitcoin manque de vélocité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mouvement sur la blockchain, de paiement pour que... c'est comme le vélo, tu vas à 3 km/h à vélo, si tu vas pas droit pour garder ton équilibre, tu es tout le temps en train de faire des zigzags. À 30, tu as intérêt d'aller droit, parce que vraiment, tu te prends un arbre. Donc en fait, ce manque de vélocité va pas aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, tu peux pas avoir Bitcoin comme une valeur refuge. La valeur refuge aujourd'hui, c'est l'or, parce que ça fait très longtemps qu'on va vers l'or en cas de problème. C'est le dollar, le franc suisse et les bons du trésor américain. Le fly to quality, jusqu'à maintenant, ça a toujours été ça.
Les gens ont peur, ils achètent de la dette américaine. Ça va peut-être changer. Par contre, pourquoi je dis que Bitcoin est une réserve de valeur? Bitcoin est hyper liquide. Quand il y a eu l'attaque du Hamas en Israël, à 2 heures du matin, le mec, il pouvait solder ses positions de Bitcoin. C'est le seul actif qu'il a pu vendre à ce moment-là, donc c'est hyper liquide. Donc, ça veut dire qu'il est soumis à des variations de cours par son hyperliquidité. Par contre, dès que tu prends un peu de temps long, et les gens ont oublié ce que c'était que le temps long, en gestion de patrimoine c'est 10 ans, mais dès que tu es un peu à moyen terme, tu te rends compte, quand tu prends un cycle Bitcoin, que tu as une réserve de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce terme de réserve de valeur, on peut l'utiliser, parce que intrinsèquement, Bitcoin est bâti pour cela, depuis le départ. On verra demain si c'est une valeur refuge, mais je vais te donner un exemple dans l'histoire où ça a été valeur refuge, qui est souvent méconnu. Quand il y a eu la plus brève première ministre britannique, il y a 2 ans, s'appelait Liz Truss, qui a fait les Trussonomics, il y a eu un stress énorme sur les emprunts, la dette UK, ça s'appelle les gilts, qui ont vu leur taux exploser, parce que ce qu'elle proposait a inquiété tout le monde. Donc les fonds de pension se sont retrouvés avec des gilts à 10-20 ans, qui avaient des décotes de 30 à 40%, et donc tout le monde a eu peur de quoi? D'un bank run. Et il a commencé à avoir des files d'attente devant les banques. Eh bien, sur 2 jours, les records d'achat de Bitcoin au UK, c'est ces 2 jours-là. Ce qui montre bien, tu vois, que dans cet espace-temps, là, c'était même plus la réserve de valeur, c'était la valeur refuge. Ok, ouais. Oui, c'est vrai que en fait, ça dépend aussi de dans quel contexte t'es et qu'est-ce que t'as comme autre alternative. Oui, mais enfin, t'es au UK quand même. Oui, c'est vrai, non, mais c'est choquant d'entendre ça au UK, mais dans un pays beaucoup moins développé que le UK, c'est pas étonnant que Bitcoin puisse être une valeur refuge parce que t'as rien d'autre. T'as rien d'autre, Liban, Ukraine, Syrie, Argentine, ça peut être le cas, Venezuela. Ok. Et tu vois Bitcoin démonétiser l'or? Ou tu penses qu'il va y avoir une cohabitation? Tu vois, l'or a mis presque 4 000 ans à s'imposer. Je pense pas que l'or disparaisse en aussi peu de temps. Les gens ne se rendent pas compte que globalement, tout l'or du monde, aujourd'hui, c'est 2 fois l'Arc de Triomphe. C'est globalement un cube de 21 mètres d'arête. 21 mètres, 21 mètres, 21 mètres. Et c'est-à-dire, je pense que Satoshi a peut-être 21 millions de bitcoins par rapport à ce chiffre-là, qui était à l'époque, quand il a créé, était de seulement 20 mètres cubes. Et là, on approche des 21 mètres cubes. Et je pense pas qu'on aille directement vers une démonétisation de l'or parce que ça fait longtemps qu'il est là. Aujourd'hui, ça fait partie des habitudes. Les gens lui accordent encore une grande confiance pour toutes ses qualités intrinsèques, riches, ainsi de suite. Mais dans le temps très long, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que notre monde s'hyper numérise. Et c'est sûr que l'or, est-ce que l'or va être adapté à notre monde numérique? Je sais pas. Ok. Et pour revenir à la gestion de patrimoine en général, comment toi tu abordes Bitcoin avec un client qui n'en aurait pas entendu parler, parce que quelqu'un qui en a entendu parler, généralement, le boulot est quasiment déjà fait. Mais quelqu'un, comment est-ce que tu l'abordes? Comment tu l'introduis? Quels sont les termes que tu utilises pour lui dire, bah voilà, Bitcoin, c'est une possibilité? Et comment tu conseilles de l'allouer? Enfin, quelle est la prise en charge? Le premier élément est un élément de macroéconomie. Les gens qui sont clients chez moi, dans mes lettres trimestrielles, ont conscience de la création monétaire, démarrée de manière assez forte dans les années 2000, accentuée en 2008 et hyper accentuée en 2020. Donc, souvent l'image dont je parle, c'est que l'argent perd de la densité. Cet argent perdant de la densité, c'est comme un ballon de baudruche qu'on met dans une cloche sous vide. Plus on enlève de l'air et plus il y a du vide dans la cloche. Le ballon de baudruche était comme ça et il commence à prendre de la place. Donc ça veut dire qu'il y a des bulles qui sont en train de se créer parce que l'argent qui est là manque de plus en plus de densité. Donc ça veut dire que si on veut avoir une réserve de valeur, il faut aller vers des actifs rares. Et d'ailleurs, c'est tout l'hyperluxe. L'hyperluxe et la démonstration d'aller vers des actifs les plus rares. Un sac Birkin de chez Hermès, c'est un actif rare. Une bouteille de Latour, une bouteille de Mouton Rothschild, ainsi de suite, sont des éléments. Romanée Conti, le reste. Une Ferrari, tu vois, il y a plus de chances que les Ferrari gardent de la valeur que les Porsche, parce qu'on produit beaucoup moins de Ferrari que de Porsche. Point. Et donc, c'est les actifs rares qui vont garder de la valeur. La première chose dont je parle aux clients, c'est il faut trouver des actifs
rare en quantité et difficile à produire. L'or en est un, parfois d'autres matières premières, et un qui est assez étonnant qui vient de sortir, c'est le Bitcoin. 21 millions, difficile à extraire. Donc la première des choses, le premier argument, c'est ça. Le deuxième argument, c'est est-ce que vous avez conscience de la censure qui augmente? Ça, on n'est même plus dans la gestion de patrimoine. Économiquement parlant, on est dans la politique. Donc il y a des gens qui sont sensibles, d'autres qui ne sont pas sensibles. Et comment on répond à cette question? Par le self-custody. Ensuite, c'est le fait de dire c'est un élément de diversification, et j'ai pu le montrer hier pendant ma keynote. Alors, les gens pensent que tout est corrélé au Nasdaq, et j'ai démontré hier, noir sur blanc, en prenant un an, mais je peux vous le montrer sur n'importe quelle durée si vous voulez, en prenant l'or, le Nasdaq, le S&P 500 et Bitcoin, on a des grands moments d'anti-corrélation, des moments de corrélation, mais qui sont finalement dans le temps assez faibles. Donc c'est un élément qui vient très bien compléter un patrimoine dans la partie que j'expliquerai matière première ou réserve de valeur. Donc l'or et le Bitcoin se complètent admirablement bien. Ok, c'est intéressant. Et donc après, selon l'appétence du client, de toute façon, je suppose que tu conseilles pas de faire all-in, hein, qu'il y a une certaine allocation. Tout à l'heure, tu parlais de 2 à 5% en moyenne. Donc après, c'est selon le bon vouloir du client et vous gérez l'allocation. Et donc ce que tu disais tout à l'heure, la self-custody, en tant que gestionnaire de patrimoine, comment tu amènes vers la self-custody du coup? Alors nous, c'est un de nos principes de base que j'ai trouvé dès le départ. C'est-à-dire ce que j'ai voulu dès le départ, c'était ça. C'est-à-dire que le client conserve son actif puisque c'est l'un des rares actifs patrimoniaux dont il peut disposer lui-même sans demander la permission à quiconque. Et ça c'est vraiment nouveau et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc 2 à 5% du patrimoine, c'est la part du patrimoine qu'il va investir. Si demain, il fait un x3, à quelque horizon que ce soit, ça sera à lui de voir s'il est prêt à accepter une telle proportion de crypto dans son patrimoine ou pas. Ça, c'est de sa responsabilité. On l'aidera peut-être aussi à prendre des plus-values à des moments qu'on aura fixés ensemble. Donc, aujourd'hui, on va faire comme ça. Il y a des clients plus jeunes et qui veulent eux-mêmes assumer une partie de risque plus important. Ok, ça, c'est leur souhait. C'est en aucun cas notre recommandation. Et puis, on a aussi des gens qui viennent nous voir, qui sont hyper crypto ou hyper bitcoinisés et qui, eux, viennent nous voir pour faire de la démarche inverse. En disant, voilà, j'ai acheté des cryptos il y a longtemps. J'ai eu la patience et la persévérance de les conserver dans mon patrimoine. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine qui est à 90% crypto et il va peut-être falloir que je rééquilibre les choses. Et comme nous, on a une bonne compréhension de la finance traditionnelle et de tout ce qui est la crypto, on peut les aider à faire les bons arbitrages à ce moment-là. Ok. Et justement, moi, il y a une question que je me pose à chaque fois. Bon, nous, on est relativement jeunes, on a 26 ans. On s'intéresse à l'investissement depuis quelques années, depuis qu'on commence à gagner de l'argent, on va dire. Et c'est vrai que de notre point de vue, quand tu évalues tous les supports d'investissement qui existent, à chaque fois, on en revient à Bitcoin. Parce qu'on se dit, les bonds, enfin les obligations de manière générale, on parle souvent plus des obligations d'État. Voilà, on n'a pas une grande confiance dans les États, ça rémunère sans risque d'une certaine façon, mais voilà, c'est pas le produit le plus sexy. Il y a les actions, l'or, les SCPI, l'immobilier, bon voilà. On analyse tous les supports et à chaque fois, on en revient à se dire ouais, mais Bitcoin, c'est quand même mieux. C'est quelque chose que je peux posséder. En cas de grande catastrophe, c'est peut-être le truc qui nous sortira de la merde. Et si tout se passe bien, c'est peut-être le truc qui va le mieux performer. Et après, je pense qu'il y a un énorme biais du fait de notre âge, du fait qu'on a une très bonne compréhension du sujet parce qu'on est dedans. Mais c'est vrai que même quand, par exemple, on écoute par exemple un Michael Saylor, qui lui a une position très, très extrême, mais qui va dire, voilà, si vous avez un business ou un actif qui fait moins de 30% par an, il vaut mieux acheter du Bitcoin. Comment tu répondrais à quelqu'un comme nous qui se dit, voilà, en fait, moi, je vois pas d'autre chose que d'acheter du Bitcoin? Alors d'abord, la notion de l'argent et de la place de l'argent. Il ne faut pas oublier que l'argent est un serviteur, un très bon serviteur et un très mauvais maître. Donc il faut toujours avoir cette capacité de recul ou de prise de la hauteur par rapport à l'argent. Parce qu'à partir du moment où on focus et on a du mal à focuser la place de l'argent qui est un bon serviteur et un mauvais maître, on prend souvent des mauvaises décisions et on va vers l'appât du gain et pas forcément toujours dans les bonnes approches. Un bon patrimoine, Charles Gave l'a dit à l'instant, c'est quelque chose qui est un peu antifragile. On va chercher des corrélations et des anticorrélations. Je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un de 30 ans,
qui a finalement amassé un peu d'épargne en disant écoute, all-in Bitcoin parce qu'en fait, c'est pour ton âge ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce que tu as des besoins immédiats qui sont les besoins d'avoir un toit. Je trouve que les gens qui disent il vaut mieux investir tout que d'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est un biais un peu risqué. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, personne ne peut prédire un signe noir. Et donc, je pense qu'il y a des choses à avoir et un peu de prudence serait d'avoir un abri à se mettre au-dessus de la tête. Quel qu'il soit, où qu'il soit, c'est pas le sujet, mais c'est pas idiot d'avoir un toit au-dessus de la tête. Le deuxièmement, c'est un patrimoine, il doit se montrer, il doit être diversifié, et donc tu vas avoir différentes sources de revenus. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles tu gagnes pas 30% par an. Mais je vais te donner un exemple tout bête. Un exemple que j'ai répondu à un syndicaliste qui faisait chier parce qu'il n'avait encore rien compris à l'économie. Je dis, au lieu de gueuler et d'aller partir dans un voyage au Baléares à la con, si tu avais commencé par investir dans Air Liquide en 2007, je te dis 2007 parce que c'est juste avant qu'on se prenne à moins 50 en bourse. Et en 2007, tu gardes tes Air Liquide pendant 10 ans en ayant juste fait une chose, réinvestir les dividendes qu'ils te versent. Et au bout de 2 ans, tu t'es fait inscrire comme nominatif pur, ce qui veut dire que tu as la prime de fidélité de 10%, et celle aussi, tu l'as transformée en dividende. Eh bien, entre 2007 et 2017, la bourse fait moins 35. Le CAC 40 fait moins 35. Alors attention, l'indice CAC 40, il n'y a pas les dividendes réinvestis. Et bien n'empêche que le couillon de syndicaliste, s'il avait juste fait ça, quoi, juste s'il voulait profiter de la boîte dans laquelle il bosse, eh bien, ces 10 000 balles, ils ont fait 20 000 balles. C'est-à-dire qu'il fait du 7,15% par an. Mais déjà, c'est pas mal, quoi. Déjà, tu sauves l'essentiel. Et ça, c'est disponible pour tout le monde. Alors bien sûr, si tu as aujourd'hui un pays qui fait 15-5% d'inflation, tu fais pas du livret A. Tu vas pas faire du plan d'épargne logement. Tu vas pas faire des choses comme ça. Mais en fonction de ton actif passif, quand est-ce que j'ai besoin des fonds ? C'est ça qui doit te dire, j'ai besoin des fonds dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et ben, tu mets un horizon en fonction de tes actifs. Et effectivement, nos patrimoines français sont pas du tout bien investis parce qu'ils sont investis sur des actifs trop peu risqués et donc trop peu performants. Mais moi, mon patrimoine à moi, globalement, mon target hors Bitcoin, c'est aujourd'hui entre 7 et 15. Tu vois, je vais chercher des formules qui vont me faire entre 7 et 15. Voilà, et avec j'ai un peu moins de risques sur l'immobilier sans effet de levier. Mais tu vois, je viens de faire une opération immobilière que j'ai clôturée il y a 18 mois, avec des risques fabuleux, avec une très petite mise et un gros risque. Bon, j'ai sorti du 23% de TRI sur 10 ans. Voilà, mais parce qu'il y avait le risque qui allait en face. Ah, bien sûr. Bon, donc, en résumé, pour répondre à ta question de manière simple, Bitcoin, oui. Pour une partie, oui, parce que tu dois composer le patrimoine à l'échelle de ta vie. Et je pense que quand tu te retrouves à 70 ans, c'était toujours locataire, tu as des petits moments de solitude budgétaire quand même. Ok, et du coup, est-ce que selon toi, le plus risqué, ce serait pas de ne pas avoir de Bitcoin ? Oui, clairement. Clairement, tu vois, aux États-Unis, déjà il y a 3 ans, une allocation de quelqu'un qui avait un peu de fortune sans Bitcoin, c'était d'une faute professionnelle, enfin, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que les gens me disaient, mais attends, pourquoi il t'a pas mis de Bitcoin ? Quand les ETF sont sortis, première chose qui a été faite, tous les fonds de pension profil équilibré, c'était 2% de Bitcoin dans l'ensemble des fonds de pension américains. Bon, je sais plus combien c'est de milliards, je crois que c'est 8 000 milliards de dollars, ainsi de suite. Donc, si tu veux, tout le monde a pris 2% de Bitcoin dans le profil équilibré. Et le profil équilibré, c'est le prudent chez nous, hein. C'est-à-dire, un mec qui a un profil équilibré, c'est un mec qui est hyper peur aux États-Unis. Par le temps, le mec, quand t'as 20 ans devant toi, les mecs, ils sont tous en dynamique, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une faute de pas proposer Bitcoin dans une allocation. Parce que, en fait, globalement, si on prend nos convictions et notre projection, on va dire que tu mets, 5% du patrimoine que tu es prêt à perdre. Moi, c'est marqué en rouge sur le contrat de conseil auprès de mes clients, marqué que le client peut tout perdre à hauteur de ce qu'il a apporté et jamais plus que ce qu'il a apporté puisqu'on ne fait aucun effet de levier. Donc, ça veut dire que le mec qui apporte 5%, s'il a pris le max, il va perdre 5%. Bon, je pense que sur 10 ans, il peut se refaire. OK ? Puisque ça fait 1,5% à gagner. Par contre, si notre pari est le bon et qu'on a une multiple de 5, 6, 7, ce qui n'est pas impossible aujourd'hui, tu vois, dans son patrimoine, ça peut peut-être représenter une ligne de 20-25, quoi. Et là, on a bien fait notre boulot. Ok, ouais.
Et tout à l'heure, là, tu faisais les parallèles entre la France et les États-Unis. Comment t'expliques qu'en France, en particulier, on ait cette inculture, mais profonde, de l'argent? Pourquoi c'est tabou? Est-ce que tu sais d'où vient ce problème avec l'argent qui construit nos vies, enfin voilà. Comme je sais que sur cette chaîne, tout est très policé, il n'y a jamais de propos politiquement incorrects et tout ça, il faut commencer. Donc je vais dire, pour moi, tout ça vient de 1945. Qu'est-ce qui se passe en France en 1945? De Gaulle veut le pouvoir. Les Américains ne veulent pas lui donner. De Gaulle va faire le forcing pour prendre le pouvoir. Sauf que, qui a, entre guillemets, libéré la France? Les FTP, les FFI, donc globalement les communistes. Il y a une volonté, après le putsch qui se passe en Yougoslavie, dans les années 45-47, il y a une volonté de la Russie de pouvoir mettre la main sur l'Europe pour pouvoir contrer l'approche pour pouvoir contrer l'influence des États-Unis. Et on ne se rappelle pas, mais il y a eu des moments extrêmement tendus entre 45 et 48 sur les prises de pouvoir, et c'est parce que Moscou a dit « ne prenez pas le pouvoir en France » que les communistes n'ont pas pris le pouvoir en France dans ces années d'après-guerre. En 45, De Gaulle est prêt à négocier pour abandonner une partie, presque une partie des pouvoirs régaliens aux communistes avec lesquels il faut qu'ils gouvernent. Donc on a la création de la SNCF, on a la création de la sécurité sociale, mais en fait c'était déjà des projets qui étaient dans les tiroirs depuis longtemps, puisque les deux, la droite et la gauche y avaient travaillé de concert. La droite chrétien-démocrate, il y avait déjà des projets aussi là-dessus. Et l'éducation. L'éducation passe aux mains, entre guillemets, des communistes. Et donc là, tu vois voir arriver des programmes scolaires qui ont été étudiés en URSS. Tu as notamment un apprentissage de la lecture. La méthode globale, elle arrive de là, parce que c'est un truc qui a été imaginé dans les années 20-30 en URSS. Parce qu'en fait, si tu fais table rase de l'enseignement, tu coupes l'avantage de la bourgeoisie par rapport au prolétariat. Okay. Et donc, si les parents ne peuvent pas apprendre à lire avec la méthode conventionnelle, le b.a.-ba, tout le monde le faisait, il n'y avait pas de problème, tout le monde faisait le b.a.-ba, et bien là, tu coupes la base et chacun doit partir sur une base équivalente. Le problème de la méthode globale, c'est que t'es soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Kinesthésique, c'est les gens qui touchent, qui sentent, et je sens l'ambiance, là. Et bien en fait, tous les kinesthésiques, ils sont largués avec la méthode globale et semi-globale. C'est-à-dire tous les gens comme Einstein, tous les gens qui sont qui ont cette intelligence émotionnelle, eux, ils sont largués et t'en fais des handicapés. C'est dommage parce qu'en fait, ces handicapés-là, c'est ceux qui ont le plus de capacité de réaction dans les moments difficiles. Les maths modernes, ça vient de là aussi. Et donc, l'enseignement de l'économie, jusqu'il n'y a pas longtemps encore, je crois qu'en 2015, le responsable de l'enseignement économique, je ne sais plus, c'était encore un communiste. Si tu enlèves la compréhension de la chose économique au peuple que tu diriges, tu le maîtrises totalement. Ouais. Et donc, tu en fais quoi? Quelqu'un qui va te dire, dès qu'il y a un problème, l'État, donne-moi du pognon. Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent. De toute façon, c'est l'État qui paiera. Et putain, l'État, c'est toi. Ouais. C'est nous tous. C'est nous tous. Et donc, pas de culture économique, dépendance totale de l'État. Je ne vais pas dire qu'il y a un plan, mais je constate. Et ce que tu as dit, moi, il y a un point qui m'a marqué, c'est qu'en fait, du coup, on vient vraiment remplacer le rôle de la famille. Parce que, à la base, ce que tu disais, les savoirs se transmettaient des parents aux enfants, ou peu importe, au sein d'un cocon familial plus ou moins élargi. Et en fait, là, on vient casser ça, et en fait, c'est une théorie assez même marxiste, où on vient détruire la famille pour la remplacer par l'État. Et donc, ensuite, une fois que la famille peut plus subvenir à tes besoins d'une quelconque façon, on demande toujours plus d'État, encore plus d'État. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus ça se propage même dans tous les secteurs. Mais l'hypercapitalisme a besoin de la division. La famille est un gros problème pour le pouvoir politique. C'est un contre-pouvoir terrible. Et pourquoi le pouvoir politique veut détruire la cellule familiale? Parce que si la cellule familiale est un rempart contre l'insécurité, parce qu'on transmet des valeurs, parce qu'il y a ça, c'est aussi un conservatisme assez exceptionnel. Et de ce conservatisme assez exceptionnel naît un danger. Tu sais, dans la méthode de lecture, il y a des questions de cerveau droit, cerveau gauche. En tout cas, on sait aujourd'hui une chose, la méthode globale, c'est une méthode qui fait pas appel à l'analytique, qui fait appel à l'émotion. Tu as tu vois un mot et t'en déduis un sens, un son, un truc comme ça. Donc, tu sors le sens du mot
le sens de la phrase. Quand tu fais de la lecture syllabique, tu apprends de manière analytique. Et l'analytique, c'est le gars dont t'as pas, quand tu veux diriger un pays d'une certaine poigne, tu veux pas d'analytique. Parce qu'un analytique, quand il voit arriver une émotion, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse la situation, et de cette analyse de la situation, de son histoire, de sa connaissance, il en décide un plan d'action. Quand, aujourd'hui, tu as formé des millions de gens avec l'émotion comme siège, enfin, la lecture est liée à l'émotion, tu en fais des réseaux sociaux hyper violents. Parce qu'à une émotion, répond une émotion. Or, tu sais très bien que quand une émotion répond à une émotion, elle est augmentée, décuplée. Et c'est là où, justement, je rejoins l'hyper-individualité, l'hyper-individualisation de la société, la rupture de la cellule familiale, t'amène à une fragmentation de la société qui te permet d'en prendre beaucoup plus facilement le pouvoir. Voilà, je dis pas que notre pouvoir a cette volonté-là, je dis pas qu'il y a un, je dis pas qu'il y a un programme, mais je dis simplement que si je devais diriger un pays, je préférais diriger une masse uniforme de plein d'individualités que de devoir avoir des cellules super fortes et qui, chaque fois que je dis quelque chose, disent ouais, non, mais on faisait pas comme ça avant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je confirme quand même, hein, quand tu écoutes la plupart des maoïstes, des stalinistes et tout ça, ils sont bien clairs. Hein, c'est l'objectif à chaque fois. Il faut rompre la cellule familiale. C'est ça. Mais toi, c'est quoi du coup ton plan dans ta vie personnelle, si tu as envie de partager tes trucs et astuces sur comment on combat en fait ça, et au final c'est pas juste un combat contre un État et on dit on va mourir sur cette colline, c'est aussi juste apporter aussi le bonheur en fait dans sa famille. Et comme tu dis, il y a des profils qui sont vraiment pas faits pour ce système-là, qui arrivent pas à s'en sortir. Et c'est très triste parce que souvent, comme tu le dis, c'est peut-être des profils qui sont importants pour notre société. Nous, en fait, en tant que parents, on a été mis en face de ce sujet-là parce que dans nos 4 plus grands, on a eu 2 enfants qui étaient diagnostiqués dyslexiques. À tort, hein. Et donc, ils ont souffert de méthodes de lecture qui n'étaient pas adaptées à leur intelligence super fine, avec beaucoup d'émotions. C'est des enfants qui ont énormément de potentiel, en fait. Et là, le début de leur vie professionnelle est en train de le montrer, leur potentiel. C'est très beau. Et donc, nous, on s'est remis en question en tant que parents en disant, mais comment on peut faire en sorte que ces enfants, ils aient la chance de pouvoir évoluer demain dans le monde qui est le leur. Donc, nous, nos recettes, ça a été déjà, quand on a décidé de se marier avec mon épouse, de se dire, on se marie une fois pour toutes. Je sais que tout le monde peut faire ça. Mais l'amour, c'est aussi du domaine de la volonté. C'est-à-dire, si tu penses que tu as une responsabilité vis-à-vis des enfants que tu auras, que tu pourras accueillir, eh ben, tu dois leur montrer que même si tu t'engueules, et même s'il y a des périodes où tu t'engueules tous les jours, voire plusieurs fois par jour, tu sais que pour les enfants, il y a une unité, qui est un truc qui est indissoluble. Et même si c'est dur, même s'il y a des moments c'est dur, même si des moments c'est pas facile, ce sera toujours mieux que de se séparer. Ce sera toujours moins dur, et surtout moins dur pour eux. Donc là, notre secret de la vie, si je dois partager un secret, c'est le jour où tu as choisi de construire ta vie avec quelqu'un, quel qu'en soit le prix, tu te livres. Voilà. Tu te livres et tu te donnes, parce que l'amour, c'est du domaine du don. Et en faisant ça, tu construis quelque chose où tu donnes aux enfants les moyens de eux-mêmes donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que tu leur montres, parfois dans le combat quotidien, que voilà, toi aussi tu fais des efforts et tu leur donnes le moyen de faire des efforts et le goût de l'effort. Et je pense que la meilleure chose qu'on a pu donner, ou qu'on donne à nos enfants, nous, de notre côté, c'est ce goût de l'effort, ce goût du travail bien fait, se rendre compte, tout ça, et puis être capable de s'évader. Comment s'évader? C'est en se cultivant. Comment tu te cultives? En lisant. Je me bats aujourd'hui sur des sujets avec mes adolescents, le téléphone, pas avant un certain âge, enfin pas avant une certaine classe, d'une part, et d'autre part la lecture. Je force mes enfants à lire. Là, ces vacances, je me suis battu avec mes enfants pour qu'ils lisent. Et ça y est, il y en a, tu vois, ils rentrent dans une histoire, faut trouver la bonne histoire, tu vois, faut trouver la bonne série, faut trouver le bon truc, et ils lisent. Et la lecture, c'est l'accès à la liberté. Parce que le jour où ils apprennent à lire, eh bien, ils ont la capacité de se former seuls. Et si les études n'ont pas été au niveau de ce qu'ils voulaient, eh ben, comme ils ont la capacité de lire, comme ils ont le goût pour lire, ben, tu vas leur donner une forme de liberté. Et dans cette liberté, ben, tous
tout sera possible parce que tu leur auras montré que voilà, c'est possible. Moi, j'ai repris des études à 30 ans la première fois, puis à 40 ans, puis à 50 ans. Aujourd'hui, je suis en train de terminer ma formation de pilote, pilote d'avion, parce que c'était un vieux rêve, et parce que tu te remets en question. Voilà. Et pour montrer qu'en fait, tout ça, c'est possible. Donc, en fait, les petits secrets de bonheur, c'est ça, c'est d'essayer de créer quelque chose qui, quel qu'en soit le coût, est stable. Donner à tes enfants la capacité de s'évader par la lecture, ou de se cultiver par la lecture, ou de devenir autonome par la lecture. Et après, de montrer que tu peux te planter, tu peux faire des erreurs, l'important, c'est d'essayer. Donc tu penses que augmenter ton savoir, c'est pas un fardeau? Je pense qu'augmenter mon savoir, c'est un chemin vers la liberté. Ok. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. S'il y en a beaucoup maintenant qui se disent, voilà... parce que on rencontre souvent ce truc-là, c'est qu'on commence à parler de Bitcoin à des gens, et tu sens qu'ils commencent à comprendre. Et qu'on commence à toucher une corde sensible, que ça commence à venir, qu'ils pourraient tomber dedans et comprendre qu'il y a un problème, que ça va pas, qu'on leur apporte une solution. Mais d'un coup, on sent aussi quelque chose qui s'active en eux, qui se dit non, c'est pas possible, je veux pas savoir, je veux mettre ce savoir de côté et pas avoir tout ce fardeau, devoir changer ma vie, peut-être même changer des relations, changer mon travail et tout. Et comment tu travailles avec ça? Parce que j'imagine que c'est aussi quelque chose que tu as, toi, au travail. Oui. Où tu passes par ce même processus. J'offre des livres à mes clients, moi. Ok. Alors, je sais pas s'ils les lisent toujours. Certains les lisent, chaque fois. D'autres ont des problèmes de lecture et pas forcément. Mais je pense qu'on a des problèmes pour se cultiver parce que en France, pendant longtemps, on t'a dit, tu fais tes études et après, c'est terminé, quoi. Tu vois, moi, j'ai eu la chance, quelque part, finalement, de faire un diplôme pourri. J'ai fait un bac+2, je suis rentré dans la vie à 21 ans, avec un bac+2, mais vraiment pourri, quoi. Mais, quand je me suis donné, quand j'ai commencé à comprendre techniquement qu'il pouvait y avoir un goût pour l'apprentissage, et ben, j'ai réappris, mais j'ai commencé aussi par lire. Et je pense que ce goût pour la lecture qu'on ne déclenche plus chez les enfants, à l'école, je vais t'expliquer, hein, moi, je dis, mes enfants sont dans des écoles où ils ont au moins un livre par mois à lire. Ils ont des poésies toutes les semaines à apprendre. Et ils ont des dictées. Bien sûr, ils souffrent. Bien sûr, ils souffrent. Mais quand tu discutes avec eux en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, et plus ça va, et plus tu te rends compte qu'ils ont une capacité d'apprentissage qui est forte. Ils aiment apprendre, ils aiment lire, ils aiment repartager. Et tu vois, tu leur as donné une vraie autonomie. Et c'est sûr que si tu leur as pas donné dans l'enfance, si tu enfance, tu leur as dit, bon, alors tu comprends, c'est important d'accueillir ton petit copain parce qu'il a un pantalon vert et toi, t'aimes pas le vert et il faut l'accueillir. Et sincèrement, je vais être vulgaire, mais on s'en branle de ça. C'est pas ça que tu dois apprendre. Bien sûr qu'il faut apprendre à l'enfant à respecter l'autre, mais commence par lui donner des lectures qui le construisent. Et il va, bien sûr, par ces cultures-là, des romans d'aventure, des choses comme ça. Et ben, dans le roman d'aventure, il comprend que les autres sont différents. Et que, les héros des romans d'aventure, ils ont fait avec les gens qu'ils ont trouvés sur place. Et ils les ont respectés. Et c'est pas parce qu'il y a une histoire de robe, de pantalon ou de choses comme ça, quoi. Voilà, moi j'ai vécu, j'ai lu des histoires même d'adultes, d'aventures d'adultes quand j'avais 13-14 ans qui m'ont fait évader, c'était génial. Et j'ai lu le bouquin d'un académicien qui s'appelait Jean-François Degnaud où on a fêté son Élie de Noix de Saint-Marc qui a été un des putschistes à Alger, donc le mec il a fait de la prison. Quand il raconte ses mémoires avec ce qu'il a vécu en Indochine, enfin la guerre de 45, l'Indochine et tout ça. Mais c'est des gens qui m'ont fait pleurer de voir l'héroïsme de ces gens-là, le don de ces gens-là à leur patrie. Enfin, tu vois, ça t'élève, quoi. Et donc, je pense que quand t'as connu ça, quand t'as eu le plaisir de lire, t'as envie t'aimes apprendre, quoi. Et puis t'aimes le partager. Et pour reboucler sur notre sujet, parce qu'il y a un lien, je l'ai trouvé. Du coup, là, en fait, ce dont on vient de parler, c'est la transmission, l'héritage aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme on vient de dire, c'est quelque chose qui est primordial, ne serait-ce qu'essentiel même dans la vie de tout individu. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'avoir quelque chose à transmettre. Et c'est vrai que nous, on se sent pas encore concernés par ces problématiques, mais des personnes plus ou moins âgées peuvent se sentir concernées par justement les problématiques de transmission et d'héritage, notamment de Bitcoin, parce que c'est quelque chose qui se transmet. Alors voilà, moi je fais pas partie de ceux qui pensent que je devrais mourir avec, parce que c'est triste,
Ouais. Ou sinon, c'est vraiment un don aux autres bitcoiners, mais bon, ça fait pas rêver. Et c'est vrai que récemment, il y a eu quelques avancées qui ont permis de transmettre ces bitcoins plus facilement. Toi, comment est-ce que tu abordes cette notion justement de transmission et d'héritage? Et comment est-ce que tu accompagnes les personnes qui viennent chez toi et qui ont du bitcoin? Comment tu les prépares à ça? La plupart du temps, les gens, dans leur patrimoine, ils ont des contrats d'assurance vie. Et dans les contrats d'assurance vie, il y a une clause bénéficiaire. Et depuis longtemps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé cette notion-là de clause bénéficiaire de manière assez importante, avec des clauses qui sont personnalisées pour chacun de nos clients, qui font quelquefois 3, 4, 5 pages, ainsi de suite. Et donc, cette ingénierie qu'on avait pour l'assurance vie, on s'est posé des questions, comment on peut mettre en place une ingénierie par rapport à Bitcoin qui est détenue en self-custody. Donc, on a mis en place des solutions à plusieurs étages et redondantes pour être sûr que ça soit transmis. Donc, il y a une première étape qui est de toute façon de séparer les phrases de récupération avec un moyen de les récupérer. Donc ça, c'est la première étape qui peut faillir. La deuxième étape est d'utiliser un système centralisé de manière décentralisée. On va utiliser le notariat pour faire plusieurs testaments, et ces testaments, le jour d'un décès, le notaire responsable de la succession interroge le fichier de dernière volonté, on récupère l'ensemble des testaments, et peut-être qu'avec ça, on peut reconstituer le puzzle de la phrase de récupération. Et puis après, on peut utiliser une solution technologique. C'est là où on utilise Liana, par exemple, et on travaille avec de la multisignature, qui fait que, par exemple, on dit à quelqu'un, écoutez, on met en place un système qu'on va auditer et monitorer, qui est le suivant. Tant qu'il n'y a pas eu de dépenses sur votre adresse pendant 6 mois, 12 mois, ainsi de suite, eh bien, si ce time lock est arrivé, si ce blocage temporel est arrivé à sa limite, à ce moment-là, la signature d'une transaction par 2 clés sur 3, 3 clés sur 5, ainsi de suite, va permettre de récupérer ce qui était sur la clé qui a disparu ou sur laquelle on n'a pas accès. Donc, on met 3 niveaux, par exemple, pour aller transmettre ça. Et donc, on va utiliser le notaire. Pourquoi? Parce que le notaire chargé de la succession, il doit faire l'inventaire de l'ensemble des biens. Et Bitcoin, même si on sait très bien qu'une clé peut être donnée, perdue, choses comme ça, il faut oublier que c'est un actif qui est imposable. Après, chacun gère sa responsabilité devant l'impôt, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est imposable. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse y rajouter quelque chose, c'est que quand on révèle de l'or, dont on n'a pas forcément les traces, c'est-à-dire tu arrives, tu as des pièces ou des lingots d'or que tu veux révéler à l'administration fiscale, tu révèles à l'administration fiscale te prend 11,5% de ton capital, et c'est propre, et c'est déclaré. Pourquoi, pour Bitcoin, on ne fait pas la même chose? Tu as des bitcoins que tu as récupérés. Si moi je veux me mettre en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, voilà, hop, tu fais tes déclarations, 11,5, tu payes 11,5, puis tu récupères. Je peux te dire qu'il y a plein de gens qui seraient très heureux de se mettre en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Et qui récolteraient des millions, des dizaines, voire des centaines de millions. Ok. Oui, ce serait de vraiment pouvoir l'intégrer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que du fait du flou et du fait que ce soit aussi très mal fait et qu'il n'y ait pas grand monde qui ait la connaissance aujourd'hui, faut quand même passer pas mal de temps à poncer le sujet pour savoir comment être en règle, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est même pas que les gens veulent pas être en règle, c'est que tu sais même pas comment faire pour rentrer dans les clous. C'est tout le temps flou et tu pries le bon Dieu que ça passe. Voilà. Après, chacun est grande liberté, grande responsabilité. Sauf que nous, on a traité le sujet et ça fait partie des 6 services que l'on a dans le forfait Bitcoin, en fait, forfait crypto. Mais tu vois, c'est savoir acheter et de temps en temps prendre ses plus-values, sécuriser, parce que la transmission, ça dépend de comment tu as sécurisé. C'est important. Troisièmement, c'est la déclaration fiscale. Il y a des gens qu'on a mis en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et ça s'est très bien passé. Il faut le faire parce que ça sert à rien d'avoir ça au-dessus de la tête. La formation, parce qu'on pense que les gens sont pas assez formés. Tu sais comment je les amène à Bitcoin, aussi il faut les former. Donc des tutos, des webinaires et puis du one-to-one. Et puis on fait aussi des revenus parce que quand même dans nos allocations il y a un peu d'Ethereum et quelques autres cryptos. Donc là on fait des revenus avec du stable ou de l'Ether. Et puis la transmission, mais qui est vraiment liée avec la sécurisation. C'est-à-dire que tu transmets par la même manière que tu as sécurisé. C'est souvent les 2 points qui sont vraiment liés. Oui, au final, de toute façon, être capable de transmettre, c'est une forme de sécurité en cas d'incident. Exactement. De toute façon. Que tu sois décédé ou autre chose, c'est que tu perdes ton consentement à un temps donné. Parce que tu vois, je cours là sur le truc, j'ai pas vu qu'il y a un transat, je me prends dans la tronche et je suis dans le coma pendant 6 mois, on fait quoi?
Ah, ben moi, tu vois, par exemple, dans ma société, chez Montaigne Conseil et Patrimoine, eh bien, on a mis en place un safe d'un côté, un Liana de l'autre, pour que les collaborateurs puissent avoir accès si jamais il m'arrive quelque chose. Ok. Et moi, j'avais une dernière petite question pour toi, parce qu'il va falloir qu'on y aille. C'est le fait que, aujourd'hui, on voit de plus en plus, notamment des Michael Saylor, qui parlent qui parlent et qui font, mettre du Bitcoin en trésorerie pour des entreprises. Alors, ça peut être des entreprises comme dans le cas de Michael Saylor, qui ont plus de croissance interne sur l'entreprise et qui cherchent un autre moyen de leverage leur croissance. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs se posent la question. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Et est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, par exemple, à des entreprises? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on trouve que c'est très intéressant pour les entreprises de diversifier leur trésorerie quand elles en ont. Alors, on a beaucoup de holding patrimonial, nous, comme clients. Donc, bon, là, cette question ne se pose pas, puisque la notion même de l'entreprise, c'est quand même gérer le patrimoine. Mais pour des entreprises, parfois, qui sont des entreprises qui ont une véritable activité économique, et qu'il y a des sujets de trésorerie, ça vaut largement le coup d'utiliser Bitcoin comme un élément de diversification. Et on peut acquérir les Bitcoins de 3 manières. Pour elles peuvent faire des prestations qui sont payées, qu'on peut payer en Bitcoin. Et il y a des outils qui permettent de dire, tiens, sur chaque vente que je fais en Bitcoin, j'en récupère 20% en Bitcoin et 80% en cash. Donc ça, c'est une manière, tu vois, de faire de l'épargne forcée. Et après, donc ça, c'est par les achats. Tu peux en avoir, bien sûr, par l'acquisition classique. Et pour terminer, tu fais du mining par l'entreprise. Voilà. Et moi, j'ai une entreprise qui a acheté des machines de mining pour pouvoir tous les mois récupérer des fractions de Bitcoin. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, c'est un actif financier que je propose de toute façon systématiquement dans mes allocations et systématiquement pour mes clients. Et c'est vrai que le mining, c'est un point important du point de vue des entreprises. C'est que tu peux amortir les machines et passer en frais l'électricité. Exactement. Donc c'est vrai qu'en tant que particulier, on a du mal à le comprendre, mais pour une entreprise, c'est d'autant plus intéressant. Qui plus est, tu peux même l'utiliser en chauffage, etc. Donc en plus, tu as plein de leviers. Mais bon, tu feras pas du mining en France. Ah oui, en France, faut oublier. Oui, ça en France, c'est un non-sujet. Juste avant de partir, je voulais quand même... Est-ce que tu aurais des recommandations? On a parlé beaucoup de lecture. Ouais. Quelques ouvrages que tu recommanderais, Bitcoin ou non? Alors moi, par exemple, un très bel ouvrage que j'ai terminé cet été, c'est L'élégance de Bitcoin. Ouais. Pour moi, c'est pour l'instant le livre le plus abouti sur le sujet et très intéressant. Idéalement, c'est mieux si on y connaît un petit peu, mais pas forcément. Si on est curieux, c'est vraiment un très bon livre. Pour démarrer véritablement, il y a Alice au pays des cryptos, qui a été écrit par Daniel Villamontero, qui est très accessible à partir de 12-13 ans, et qui permet de voir sur un cycle, comme à peu près le cycle du film là qu'on a vu avant-hier, qui permet sur un cycle de voir à peu près tout cet univers crypto, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Et on a plusieurs niveaux de lecture. On peut lire plusieurs fois, en allant à chaque fois dans les détails. Andreas Antonopoulos, The Internet of Money, et si possible en VO, en anglais, parce que c'est pas toujours bien traduit ces livres-là, et il est vachement facile à lire. J'aime beaucoup le propos, c'est des propos assez concis, tu vois, c'est beaucoup de punchlines, mais vraiment des choses qui sont du jus de cerveau. Il a des très bonnes métaphores. Ouais, c'est vraiment super métaphore. Et puis un coup de cœur qui n'a strictement rien à voir avec tout ça. Peter May est un auteur de romans écossais à la base, qui vit en France aujourd'hui. Et il n'y a pas un été sans que je lise les derniers que j'ai pas lus. Donc là, je me suis tapé 1200 pages de Peter May pendant mes vacances. Ça m'a fait un bien fou. Okay. Entre 2 ouvrages Bitcoin et la préparation de ma keynote de Surfing. Ok. Pour ceux qui veulent se procurer les livres qu'on a cités précédemment, Antonopoulos, L'élégance de Bitcoin, n'hésitez pas à faire un tour chez Consensus Network, qui est notre partenaire et sponsor. Et vous avez moins 10% sur tous les livres qu'ils produisent, notamment les traductions également. Donc allez faire un tour, il faut utiliser le code HowToBitcoin, on vous met un lien dans la description, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Merci Alex, merci Victor, c'était super. Moi, j'ai passé un super moment. Je savais pas que j'allais moment. dire tout ça. Et puis, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous connaissez la musique, abonnez-vous. Allez faire un tour du côté de Montaigne si vous voulez, ou même du Twitter de Louis Alexandre qu'on mettra dans la description. Nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. À bientôt.